Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct, une heure d'information autour de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Très heureux de vous retrouver en ce jeudi 20 mai. Au sommaire, ce soir, pas de réouverture pour le théâtre de la Criée. Vous le savez, hier, journée a marqué la réouverture des lieux culturels, mais le Grand Théâtre de Marseille n'a pas pu reprendre parce que les occupants, les intermittents du spectacle ont empêché la reprise des représentations. Les précisions au tout début de cette édition. La mise en garde ensuite de Christian Estrosi, le maire de Nice, n'a pas apprécié certains comportements hier chez les restaurateurs et chez les clients. Les contrôles seront renforcés ce soir sur les terrasses. Vous entendrez le maire de Nice dans ce grand direct, évidemment. Et puis nous serons depuis Marseille avec Sébastien Debeaumont, le directeur général adjoint de l'agence régionale PACA, pour faire le point sur l'épidémie. Alors que la France retrouve un peu de liberté, notre région a fait la fête hier soir. L'épidémie recule, certes, mais vous verrez qu'il faut quand même rester très vigilant. Voilà pour le sommaire de cette première partie de Grand Direct. On se retrouvera après 18h30, notamment avec le chef étoilé Jacques Chibois. Et puis les reportages de la rédaction, bien entendu. Vous verrez de la Formule 1 qui s'est invitée dans une cour d'école à Nice. Pour débuter, direction Marseille, la cité phocéenne, ou comme partout ailleurs, la vie a repris. Les restaurants ont pu rouvrir leurs terrasses, les cinémas ont accueilli leurs premiers clients, les musées également, et les théâtres. Sauf qu'au théâtre de la Criée, qui est l'un des grands théâtres de la ville de Marseille, eh bien, les manifestants du monde du spectacle occupent toujours les lieux, tant et si bien que la scène est donc occupée par ces manifestants et que les représentations n'ont pas pu reprendre hier. Sur place, les précisions de Manon Mujica. Au café Maupassant, voilà le nom de la pièce qui devait se jouer ce soir au théâtre de la Criée. Une représentation annulée pour la 10e semaine consécutive. Le lieu culturel est occupé en grande majorité par des jeunes, des étudiants en art dramatique et des intermittents du spectacle. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux. L'idée aujourd'hui, c'est de bloquer la réouverture parce qu'on ne se satisfait pas de la non-écoute du gouvernement, que la réforme d'assurance chômage va passer le 1er juillet et que c'est quelque chose d'extrêmement violent, d'extrêmement précarisant. Depuis quelques semaines, le dialogue est rompu avec la direction et notamment Macha Makayev qui, dans la presse, plaide pour une réouverture en urgence. Pour tenter de trouver une issue, une médiation s'est tenue ce matin en présence de la DRAC et de Jean-Marc Coppola, l'adjoint en charge de la culture à la ville de Marseille. La question qui leur a été posée, c'est est-ce qu'on peut envisager une cohabitation entre ce qui se fait d'ailleurs aux Zef Le Merlan, entre vous qui occupez et puis l'activité qui reprend, parce que c'est aussi un moyen de rendre l'action populaire en rencontrant le public, en rencontrant les artistes qui viennent se produire à la Criée, plutôt que de bloquer. Et je pense qu'effectivement, un théâtre fermé alors que tout rouvre, ça peut être un peu contre-productif. Ce compromis pourra-t-il voir le jour? Réponse demain. Les occupants tiennent une assemblée générale en fin de journée. Voilà pour le point donc à la Criée. On suivra évidemment l'évolution de la situation demain grâce à notre rédaction marseillaise. Je vous le disais en titre, Christian Estrosi met un coup de pression sur les restaurateurs et d'une certaine façon sur les clients aussi. Si globalement tout s'est bien passé hier à Nice pour la réouverture des terrasses, une soirée que nous allons revivre ensemble dans quelques instants, le maire de la capitale azuréenne a constaté quelques débordements, quelques excès et il tape du poing sur la table. Ce soir, les contrôles seront renforcés à Nice. On écoute Christian Estrosi. Mais je vois depuis hier où nous avons libéré et accordé même des droits de terrasse extensibles pour permettre à chacun de rattraper une part du chiffre d'affaires perdu, que certains en abusent. Voilà pourquoi, je veux dire, nous serons intransigeants parce que on a déjà l'expérience de l'été dernier. On pensait qu'on était sorti d'affaires fin juin, début juillet. Et puis fin août, on s'est retrouvé dans cette troisième vague qui nous a poursuivis jusqu'à maintenant. Donc soyons très clairs, même dès ce soir, j'ai donné des instructions pour qu'on soit extrêmement ferme à l'égard de celles et ceux qui ne respecteraient pas les règles. Je veux pouvoir garantir un été de bonheur et de liberté à tout le monde.
Voilà une soirée d'hier que nous allons revivre. C'est vrai que nous avons passé toute une émission entière hier à palper l'ambiance, mais nos reporters Claudia Olivier et Marie Giusto sont restés sur le cours Saleya pour accompagner les fêtards, pas jusqu'au bout de la nuit, parce que vous le savez, le couvre-feu impose de rentrer à 21h, mais c'était important aussi de rester pour prendre la température et puis recueillir le sentiment des restaurateurs après cette première journée de travail retrouvée. Ce mercredi soir, sur le cours Saleya, c'était comme si la fête ne s'était jamais arrêtée. En terrasse, les Azuréens étaient heureux de se retrouver autour d'un apéritif entre amis. Vraiment, ça fait plaisir de revoir les bars ouverts, tout cet engouement, tout le monde, les amis qui sont là, c'est vraiment un plaisir. C'est excellent, vraiment, c'est super, vraiment. Ah bah ça fait plaisir, ça fait quelques mois maintenant qu'on attendait de pouvoir revivre. Du coup, rien que de pouvoir prendre une bière avec les amis, manger un truc dehors, ça fait plaisir, oui. On a rencontré les amis, on a bu des coups, et ça fait un bien fou, quoi. Un verre, un dîner, un air de liberté retrouvé. Certains clients ont passé la journée en terrasse, d'autres se sont précipités après les cours ou le travail. On est arrivé ici à 17h, on avait réservé, et depuis on est là, on boit. Hein. Ah, petite salade avec mon fils, ma chérie qui est un peu plus loin. Et revoir du monde et sortir, c'est agréable en fait. On a bien mangé dans un restaurant indien, délicieux. Voilà, et on part avec la bouteille parce qu'on n'a pas eu le temps de terminer. Du côté des restaurateurs, la foule leur avait bel et bien manqué. Ce mercredi, ils ont bien travaillé, mais à 21h, couvre-feu oblige, la journée a pris fin. Enfin presque, place au ménage et au rangement. Très très bonne journée, excellente, comme on s'y attendait, pas mal de monde. Des gens super sympas, détendus et décontractés. On ne pensait pas que ça allait traîner autant. C'est pour ça qu'on essaie de speeder un peu pour respecter les horaires. Les clients surtout ont été très réceptifs par rapport aux normes sanitaires, par rapport au respect des écarts entre les tables. Au niveau du couvre-feu, ça a été aussi pour la fermeture. Ils ont vachement compris qu'on coupe les commandes assez tôt pour pouvoir respecter ça. Donc dans l'ensemble, ça a été une belle réussite. Ouais. Fatigués mais heureux, les professionnels de la restauration ont lancé leur saison après 7 mois d'attente. Prochaine étape le 9 juin et le couvre-feu qui sera décalé à 23h. Et si hier nous avons beaucoup parlé des grandes villes, du retour à la vie dans les cinémas, les musées, les restaurants, nous étions à Nice, à Marseille, à Toulon. Ce soir, on va s'intéresser aux petits villages de notre région, dans le haut et le moyen pays, pour qui souvent la présence d'un restaurant, d'un commerce assure toute la vie sociale à l'intérieur de cette commune. C'est le cas à l'Escarène, un peu plus de 2500 habitants, où les habitués ont pu retrouver leur table de restaurant et les commerces aussi de la commune. C'est Claudia Olivier qui est allée sur place aujourd'hui. Ça c'est la carte, le plat du jour, c'est tomate mozza aujourd'hui. Pour cette deuxième journée de réouverture, Christian, restaurateur à l'Escarène, est ravi de pouvoir accueillir de nouveau ses clients. Après 7 mois de fermeture, c'est un vrai plaisir pour lui de revoir ses habitués. On les a pas vus depuis un moment et ici en village c'est un petit peu particulier, c'est pas comme en ville où il y a tellement de passages qu'on n'a pas le temps de s'attacher aux clients. Ici nos clients ce sont souvent que des habitués, on les connaît, on les voit depuis des années. Certains on les voit même malheureusement partir et donc on s'y attache. Demi-jauge et distanciation sociale, famille, collègues, amis sont rassurés par le protocole sanitaire. Un moment de convivialité qu'ils sont tous heureux de retrouver. Là, on est à l'apéro. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé, mais voilà, ce qui va sortir de la cuisine est toujours excellent. Ouais, le plaisir d'être assis, parler avec des collègues, manger un coup, c'est sympa. Le dresser dans le camion en général, manger dans mon camion, c'est mieux en terrasse. Ça fait beaucoup de bien de bien. Même pour profiter de l'air, du vent, du soleil. Dans cet autre commerce, situé en plein cœur du village, considéré comme un commerce dit non essentiel, Pascal Bijoutier a pu également rouvrir son établissement en toute sécurité. J'ai mis une plexiglas là, ici, pour c'est vrai que les gens, ils se mettent là, comme ça, c'est bien. Après, voilà, j'ai du gel alcoolisé, là, vous voyez, 2 bouteilles. Et après, j'ai ce produit aussi, là, pour désinfecter. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'en va, je désinfecte. Et le masque aussi, voilà, obligatoire. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci.
Dans ce petit village de 2500 habitants, ces réouvertures sont essentielles à la vie. L'Escarène va pouvoir basculer vers la saison d'été si importante avec sérénité. L'été qui arrive et qui a déjà démarré au niveau des températures, très beau temps depuis quelques jours sur notre région. Un soleil que va découvrir demain Jean Castex, le Premier ministre, puisqu'il sera parmi les passagers du premier train de nuit. Le train de nuit est de retour entre Paris et Nice après plusieurs années d'absence. Donc la rentrée de ce train en gare devait se faire en avril dernier, mais bon, vous vous doutez bien que le coronavirus est passé par là, et puis vous le voyez, les prix sont attractifs, avec des sièges à 19, 29 euros en couchette ou 39 euros en couchette de première classe. Nous serons évidemment sur le quai demain pour accueillir Jean Castex. C'est une bonne nouvelle. C'est vrai que la disparition de ce train avait provoqué quelques remous, quelques réactions, et donc le train de nuit redémarre. Il va partir ce soir depuis Paris, direction donc la Côte d'Azur. Un mot de politique à présent et de la campagne des régionales qui ne battait pas vraiment son plein jusqu'à présent. Il faut dire que les remous au sein du parti Les Républicains et de l'Alliance avec La République En Marche ont fait beaucoup parler. Ce matin encore, Éric Ciotti, sur l'antenne de BFM, a réaffirmé, le député des Alpes-Maritimes, qu'il ne voterait pas pour Renaud Muselier. Pourtant, issu de sa famille politique, il a laissé planer le suspense d'ailleurs sur son vote au second tour. Renaud Muselier qui souhaite maintenant démarrer sa campagne sur le terrain des idées. Il était aujourd'hui à Toulon, au Palais Neptune, pour présenter ses colistiers varois. Une liste qui sera menée par le maire de la Londe-les-Morts, François Decanson, et sur laquelle apparaît également Hubert Falco en dernière position, le maire de Toulon, position non éligible. Marion Colangelo a donc interrogé Renaud Muselier sur sa volonté de démarrer la campagne et sur son état d'esprit actuel. J'essaye depuis le début de m'éloigner de ces tergiversations nationales. Cette liste ici est remarquablement bien composée en additionnant des compétences. Vous pouvez chercher les procès d'intention qui m'ont été faits, vous verrez que dans le Var, c'est très grande qualité en proximité. Il n'y a pas La République En Marche, à une exception près trouvée là. Et vous verrez, il n'y a que des grands pros. C'est pas une campagne présidentielle, c'est pas la campagne présidentielle, le marchepied pour Madame Le Pen ou les écuries. Voilà, nous c'est une campagne régionale, sur nos compétences régionales, fort d'un bilan, avec une équipe, sur un programme, et ceci au service de nos territoires. Voilà. Donc on s'est éloigné du national, maintenant on ne va pas vraiment pouvoir parler du programme. On a fait beaucoup de choses, je crois, pour redresser la région, pour donner de l'équité territoriale, pour lui donner une visibilité. On a été très efficace, semble-t-il, dans le cadre de la crise, et on se projette dans l'avenir. On a signé un contrat d'avenir de 5 milliards d'euros avec le Premier ministre, mais ce n'est pas pour ça qu'on est à soutenir le gouvernement. On est là pour soutenir la région, on est 100% région, et nous, on se dicte nos lois, nos règles, nos équipes, notre formation, notre organisation. Je suis en pleine forme, et on a une très belle équipe. Merci beaucoup. Voilà, Renaud Muselier au micro de Marion Colangelo. C'était il y a quelques minutes. Voilà pour la politique. Visite ministérielle également dans le Var, pas très loin de Toulon, à Hyères, au large de Hyères, sur l'île de Porquerolles, qui est vraiment un joyau naturel et un joyau de notre région, de notre pays, tout court. Le parc naturel qui, comme beaucoup d'autres, va recevoir une aide financière de la part de l'État dans le cadre du plan de relance pour préserver sa biodiversité. 1 700 000 €, c'est le montant de l'enveloppe. Et pour sceller finalement cette dotation, visite donc de Bérangère Abba, qui est secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique en charge de la biodiversité. Elle est avec Thomas Bernabé. On va pouvoir vraiment accélérer, d'abord sur ces dispositifs de mouillage qui préservent les herbiers, qui vont permettre aussi de réguler un petit peu cette surfréquentation qui malheureusement est la rançon de la gloire, si j'ose dire, ici. Donc c'est une problématique pour laquelle il y avait d'abord une longue réflexion pour essayer de trouver une façon de réguler les flux touristiques sans porter atteinte à la biodiversité, mais tout en permettant toujours une activité dans ces sites qui sont protégés, mais qui sont vivants, et donc qui doivent continuer à accueillir une activité, des visiteurs. On travaille également à des aménagements de sites, à de la signalisation, à de la médiation, donc de l'accompagnement des visiteurs dans leur parcours, et puis sur tout un tas de dispositifs. On vient d'en parler avec le comité scientifique qui doit
nous permettre de toujours mieux observer et conserver la richesse de la faune et de la flore locale. Voilà pour cette première partie consacrée à l'actualité du jour. On va se pencher sur un dossier important, le point sur la situation sanitaire dans notre région, puisque le directeur général adjoint de l'ARS PACA est notre invité juste après ce jingle. Bonsoir Sébastien de Beaumont, merci d'être avec nous. Vous êtes en direct depuis notre plateau marseillais. Je le disais, vous êtes directeur adjoint de l'ARS en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bon, les nouvelles sont plutôt bonnes du côté des chiffres. La courbe ne cesse de descendre. Alors, on verra avec vous, évidemment, qu'il ne faut surtout pas baisser la garde et que c'est de la responsabilité de chacun de faire attention à ce que l'épidémie ne reprenne pas. Mais j'imagine que vos services, que les personnels de santé sont quand même un peu plus soulagés ces derniers temps. Totalement, bonsoir. Vous avez raison de le dire. Depuis 15 jours, 3 semaines, dans notre région, qui était l'une des régions de France où les indicateurs étaient les plus dégradés, beaucoup plus qu'au plan national, on constate une décrue très claire et marquée. Donc, vous avez raison de le dire, je pense que pour tout le monde, à commencer par les soignants à qui je souhaite ce soir une nouvelle fois tirer mon chapeau, c'est un soulagement, mais un soulagement qui reste teinté de prudence. Teinté de prudence parce que les chiffres, je suis en train de les consulter en même temps qu'on est en train d'échanger. Alors, je regarde les taux d'incidence évidemment et la tension hospitalière. Il y a encore un petit point de crispation quand même sur les Bouches-du-Rhône, même si ça n'a rien à voir avec la situation il y a ne serait-ce que quelques jours. On est sur un taux d'incidence aux alentours des 137 et une tension hospitalière aux alentours de 72%. C'est ça la bonne nouvelle surtout des derniers jours, c'est que dans les hôpitaux, on a fait baisser la tension hospitalière. C'est exactement ça. On avait atteint, avec cette troisième vague, ne l'oublions pas, un record et un taux inédit d'occupation en services de réanimation et de soins intensifs dans les différents départements de notre région, avec donc un pic de patients qui était inégalé par rapport à la première ou à la deuxième vague. Donc vraiment, encore une fois, surtout avec la succession de ces vagues, chacun, à commencer par les soignants, sont allés piocher dans les réserves un peu plus en repoussant les limites. Donc c'est pour ça qu'on peut se féliciter maintenant de cette décrue qui est aussi sur le plan sanitaire très franche, mais qui reste, disons-le, à un niveau quand même encore élevé, avec plus de 330 patients à cette heure-ci hospitalisés, pris en charge pour Covid dans ces services de soins intensifs. Donc ça, c'est le chiffre sur toute la région, hein. C'est le chiffre pour toute la région, tout à fait, avec effectivement une tension marquée encore aujourd'hui, vous le soulignez à juste raison, sur les Bouches-du-Rhône, de par la capacité, on va dire, et l'importance de la capacité, mais aussi le rôle d'expertise et de recours des établissements marseillais, à commencer par la PHM. Donc voilà, donc effectivement, ça reste encore à un niveau élevé, même si la décrue, là aussi, est marquée. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Réjouissons-nous quand même des bonnes nouvelles. Alors, juste un point sur les deux autres départements dont nous n'avons pas parlé et qui sont sur notre zone. Le Var est à 96 de taux d'incidence et 87% de tension hospitalière. Alors, les Alpes-Maritimes, c'est là où c'est quand même très surprenant. La décrue est allée très vite parce que dans certains quartiers, on était à 1000 il y a encore un mois. On a eu une moyenne sur la métropole de 700. Là, on est à 58 de taux d'incidence et 48% de tension hospitalière. Comment vous expliquez que c'est allé aussi vite? C'est les mesures prises par le gouvernement et la campagne de vaccination? Voilà, ce sont les deux. Il y a aussi le taux de positivité qui, dans les Alpes-Maritimes, là aussi c'est une excellente nouvelle, à cette heure-ci, est effectivement le plus faible de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Juste de se dire que c'est spectaculaire, mais on est parti de beaucoup plus haut, vous l'avez souligné, et donc de beaucoup plus loin dans le temps sur la prise de mesures spécifiques pour essayer effectivement d'endiguer les choses. Souvenons-nous notamment des couvre-feux qui, depuis le mois de janvier, il y a des mesures spécifiques qui ont été mises en œuvre pour tenter de freiner et d'endiguer cette escalade des indicateurs. Donc c'est non seulement par rapport au confinement que l'on a connu sur l'ensemble des départements, c'est aussi lié aux mesures qui avaient été prises en amont et ce qui explique que les choses soient aussi marquées aujourd'hui. Et puis vous le disiez très justement,
on a une bonne nouvelle également, c'est la vaccination. De manière générale, dans notre région, on a une couverture qui est plus élevée même que la moyenne nationale, que ce soit en première dose ou pour l'ensemble des 2 doses. On a à l'échelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur 32,9% de notre population qui a reçu une première dose contre 32,2% au plan national. C'est encore plus marqué sur l'entièreté du schéma vaccinal, c'est-à-dire les 2 doses, avec 17,5% de notre population concernée contre 15% au plan national. Mais là aussi, ça s'explique par le fait que par rapport à cette situation épidémiologique très dégradée, Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait l'objet de dotations, à commencer par les Alpes-Maritimes, importantes et en amont, et renforcées aussi tout au long du déploiement de la campagne vaccinale depuis janvier, de doses, qui explique qu'on a aussi ces bons résultats. Donc tout ça cumulé s'explique, s'ajoute. Donc encore une fois, c'est une bonne nouvelle et ça montre que la vaccination fonctionne aujourd'hui, avec aussi une explication de la diminution de la circulation virale, à commencer par les cibles prioritaires, donc les plus âgés qui ont été la première cible de notre vaccination et où on voit effectivement une diminution constante non seulement de l'incidence, mais aussi du nombre de clusters que l'on constatait. Bien sûr, j'ai une pensée particulière pour les EHPAD. Alors, Jean Castex a annoncé tout à l'heure l'ouverture à tous les adultes le 31 mai et aux professions prioritaires dès le 24 mai. Donc, il y a une nuance parce que on pouvait déjà, si on avait plus de 18 ans sans comorbidité, se faire vacciner. Mais après tout le monde, entre guillemets, s'il restait des doses à la fin de la journée, n'y voyez pas de malice. Mais est-ce que cela veut dire qu'on aurait peut-être un petit peu moins d'engouement et que maintenant le défi, c'est d'aller convaincre les récalcitrants? Je ne pense pas qu'on en soit encore là. Aujourd'hui, donc, on voit l'engouement, et notamment si je prends la classe d'âge des quadragénaires, où déjà 1 personne sur 5 est vaccinée, on sait qu'il y a énormément de demandes. Dans les populations les plus jeunes également, on sait qu'on a énormément d'attentes, c'est constaté par tout à chacun et même aussi par les médecins généralistes par rapport à leur population. C'est aussi pour ça qu'on ouvre à partir de la semaine prochaine la vaccination avec le Moderna, donc l'ARN messager, pour les professionnels de santé de ville, pour permettre effectivement de répondre à cette demande. Donc je dirais qu'à cette heure-ci, c'est encore, on va dire, une limitation de l'offre par rapport à la demande. Peut-être qu'à un moment donné, peut-être qu'effectivement, au cours de cet été, parce qu'on aura aussi forcément peut-être d'autres choses à penser avec les vacances, etc., on aura cette problématique. Pour autant, on ne l'a pas aujourd'hui, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et s'il y a un élargissement effectivement plus rapide, c'est aussi parce que les allocations de doses, donc les livraisons, augmentent comme on s'y attendait et même parfois de manière plus importante. Donc on est en capacité de dépasser les cibles prioritaires et d'élargir avant l'heure. Donc c'est plutôt la bonne nouvelle. Et je pense que c'est aussi plutôt la bonne nouvelle, encore une fois, avant les vacances estivales que tout à chacun attend. Mais c'est aussi une bonne nouvelle dans la course de fond, parce qu'on le disait, il faut se réjouir, j'en suis le premier avec vous, de ces bonnes nouvelles, de la décrue face à laquelle on est aujourd'hui. Pour autant, prudence et vigilance, parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge, on le sait. Rappelons-nous de ce qui s'est passé l'année dernière, l'été dernier. On avait, au sortir du premier confinement, des chiffres de circulation encore plus faibles. Et on a vu qu'effectivement, par insouciance, par pensée qu'on en était sorti, on a eu un rebond et qui n'était que les prémices de la seconde vague, mais qui a démarré effectivement très vite chez nous, encore une fois. Donc voilà, donc c'est une course de fond. C'est pour ça que je dis effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi de ce côté-là. C'est une course de fond. C'est une course de fond en France, en Europe et dans le monde. Il y a aussi une question de solidarité qui se pose pour la dotation de vaccins en direction des pays les plus démunis en la matière, parce qu'on sait que plus la circulation reste importante à travers le monde, plus on a un risque de duplication du virus, de reproduction et donc d'apparition des variants. Et c'est bien la question effectivement des variants qui sera la clé pour nous définitive de l'épidémie. Aujourd'hui, avant d'aborder la question du masque sur les variants, il représente quelle proportion des cas détectés à Nice? À un moment, le variant anglais, c'était 99% des cas anglais. On a eu quelques cas de variants indiens aussi qui inquiètent. Alors, on reste aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes, comme l'ensemble de nos départements et sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à une majorité de cas qui relèvent en fait du variant britannique, donc à plus de 85%. Donc ça, on peut considérer effectivement que c'est une bonne nouvelle en soi,
puisqu'on arrive effectivement à le juguler, que les vaccins sont efficaces. Vous avez vu aussi la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui qui explique que les vaccins restent efficaces sur les principaux variants aujourd'hui. Donc voilà, on a eu effectivement aussi sur notre territoire national et ici dans notre région, de par les mouvements de population, on va dire par l'international, des cas de variants indiens qui ont été parfaitement suivis, isolés. C'est tout l'enjeu pour nous, de l'isoler le plus tôt possible avec une mise en quarantaine et des mesures de suivi et d'accompagnement pour éviter une importation, une diffusion sur le territoire national. Ce qui fait que par rapport à cet enjeu clé des variants qui est devant nous, c'est plus que jamais le dépistage qui restera effectivement aussi une action à mener, et encore plus effectivement à l'occasion de cet été, de ce déconfinement, de ce brassage. On a une nouvelle arme qui est arrivée en la matière avec les autotests qui sont accessibles dans les pharmacies pour tout à chacun. On en a distribué aussi un certain nombre de publics. La semaine dernière, à l'occasion de l'opération Tous sur le pont, on a eu des opérations de sensibilisation pour se dire on a cette nouvelle arme qui est moins désagréable, on va le dire, que les tests nasopharyngés PCR, qu'on peut réaliser soi-même. Tout ça pour se dire qu'il faut rester vigilant et que c'est vraiment la qualité du dépistage et le fait de maintenir notre effort de dépistage à un niveau haut qui doit nous permettre d'identifier et d'essayer de casser le plus tôt possible les chaînes de transmission et d'apparition de nouveaux variants. Parce qu'encore une fois, et on le voit bien aujourd'hui avec l'inquiétude en Grande-Bretagne, les inquiétudes qui pèsent aussi sur la suite du calendrier du déconfinement, que c'est... Alors, on va y venir. Je voulais qu'on évoque le cas des masques, parce que le président Macron a parlé dans la journée. Il a dit que ces derniers resteraient obligatoires au moins jusqu'à la fin du mois de juin. Mais dans notre région, certains commencent à en avoir un peu marre. Faut-il le porter en extérieur? Je vous propose de regarder ce reportage tourné dans les Bouches-du-Rhône. On ne commentera pas directement le reportage, mais plutôt le comportement qui va nous incomber pour lutter et éviter la quatrième vague. Reportage de Luca Licata-Caruso. Dans les rues de Marignane, les masques tombent. À en voir les habitants se balader, difficile de croire que le port du masque en extérieur est obligatoire. Avec l'arrivée des fortes chaleurs, le relâchement se fait ressentir. Quand il n'y a personne autour de nous, moi je le retire. Je le retire parce que j'ai besoin de prendre l'air et je pense que je ne suis pas la seule. Moi quand je suis avec mes copines ou quoi, je ne mets jamais le masque dehors. Donc, parce que franchement c'est désagréable, il fait chaud. Franchement c'est pas très agréable d'avoir un masque. Mais on se voit tout le temps, on oui, est entre voilà. copines, on se voit tout le temps, même en famille on est toujours avec les mêmes personnes. Donc pour moi ça sert à rien, strictement à rien. En fait on se sent très étouffé dans le masque et c'est vrai qu'en extérieur je vois pas pourquoi on le porterait alors qu'on est libre, on est à l'air libre. Regardez là, il n'y a personne, je vois pas l'utilité de porter un masque. Certains d'entre eux ignorent même que le port du masque est obligatoire sur les plages de la ville. Au bord de la plage, il va l'être? Ah mais c'est n'importe quoi. On a un maillot sur nous, on va pas mettre un masque. C'est ridicule. D'ailleurs vous aujourd'hui vous l'avez en dessous du menton. Comme toujours. Les Marignanais en ont marre. Une situation qui inquiète Éric Le Dissès, le maire de la ville. Il craint que les erreurs de l'an passé n'aient pas servi de leçon. Je trouve qu'on va vite en besogne, les gens sont déconfinés, ils pensent que le virus est parti, est peut-être parti en vacances, mais moi je dis qu'il est encore là et qu'il faut faire très attention et que porter le masque c'est pas nuisible. Et il faut donc continuer à le porter. C'est mon avis en tout cas, comme il faut continuer à avoir les gestes barrières, que l'on soit vacciné ou pas vacciné. Pour rappel, le non-respect du port du masque est passible d'une amende de 135 €. Voilà, Sébastien de Beaumont, directeur général adjoint de l'ARS PACA. Est-ce que c'est pas ça le risque, justement, le relâchement? C'est ça, c'est exactement la problématique, ce qu'on se disait ensemble il y a quelques instants. Souvenons-nous de l'été dernier, du fait qu'on a largement abandonné par aussi ras-le-bol, bien sûr, par insouciance, la période estivale est plutôt propice à ça, les gestes barrières, à commencer par le masque. Et on a très bien vu ce qui s'est passé. On n'en est aujourd'hui absolument pas à l'abri, même si, encore une fois, on a la bonne nouvelle de la vaccination et de ces taux des couvertures qui augmentent de semaine en semaine. Dans tous les cas de figure, le relâchement total, on va dire à commencer par le masque, ne sera vraiment possible que quand on aura atteint 70% de couverture immunitaire par le vaccin, notamment, de notre population. Et ça, c'est valable partout. Regardons simplement ce qui s'est passé au sein des bonnes nouvelles. Israël, qui a vacciné largement sa population à plus de 70%, a pu procéder à un déconfinement réussi et un abandon du masque. Pour autant, il faut vraiment atteindre ce seuil
on va dire de 70%, pour pouvoir le faire. Dans l'attente, on peut adapter on va dire effectivement son comportement. J'entendais très justement dans votre reportage des personnes qui expliquaient que quand elles sont avec des personnes habituelles de leur entourage familial, le noyau dans lequel on a appris à vivre au cours de ces nombreux mois que l'on connaît, évidemment, le masque peut effectivement être enlevé à des moments effectivement bien précis parce qu'on est toujours dans ce même noyau de connaissances et on connaît les personnes avec lesquelles on est. La vigilance est d'autant plus importante quand on retrouve, et à l'occasion de l'ouverture des terrasses, on le voit très bien, des amis, des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer, donc des personnes qu'on va rajouter par rapport à ce noyau habituel. Et c'est là aussi où il faut être vigilant parce que le risque est pendant aussi à cette occasion. Donc ça, il faut le retenir. Et c'est avant tout une question de responsabilité individuelle. C'est aussi de penser à soi, mais aux autres. Quand effectivement on se retrouve comme ça, même en extérieur, aux personnes fragiles autour de soi et aux risques qu'on leur fait encourir. Donc c'est vraiment une question de vigilance et de responsabilité. Et encore une fois, on en a tous marre, on est bien tous d'accord, mais il faudra encore patienter. Et justement, quand on aura atteint ce taux de couverture vaccinale et d'immunité collective. Merci beaucoup Sébastien de Beaumont d'avoir accepté notre invitation depuis nos studios marseillais. Merci pour toutes ces précisions. Bon, le message, c'est que la situation sanitaire est encourageante, elle s'améliore, la vaccination progresse, mais que notre avenir est dans nos mains en réalité, et que si on veut éviter une 4e vague, il va falloir éviter les erreurs du passé. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de l'ARS PACA. Merci également à Anthony Fornion et Yann Telcriado qui ont assuré ce duplex pour nous. On va se retrouver dans quelques instants pour la 2e partie de ce grand direct. Avec dans les titres pour cette partie 2 de la Formule 1 dans une école de Nice. Alors ne vous fiez pas aux apparences trompeuses de ce titre, mais c'est une initiation qui a été proposée aux élèves, une initiation, une sensibilisation en tout cas ce soir un peu méconnue parce que vous l'avez probablement noté dans votre agenda, le 20 juin prochain, le Grand Prix de France va se courir sur le circuit Paul Ricard au Castellet, c'est dans le Var. Vous découvrirez aussi ces filets anti-pollution qui sont fabriqués dans la commune de Mandelieu. Ils sont utilisés dans une quinzaine de métropoles en France. C'est Alexis Ricard qui vous présentera ce dispositif assez simple finalement et surtout très efficace. Et puis nous terminerons ce grand direct avec Jacques Chibois, le chef étoilé qui viendra nous parler du week-end de la Pentecôte. Entretien sur ce plateau. Reportage également dans les hôtels marseillais. Vous allez le voir, il n'y a plus beaucoup de chambres disponibles et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais on démarre donc avec le sport auto et la Formule 1. Dans un mois, tout juste, le Grand Prix de France va se courir sur le Grand Prix, sur le circuit Paul Ricard du Castellet. C'est dans le Var. Une édition un peu particulière, évidemment, qui a été reportée. Et donc, une grande opération de promotion du sport auto est lancée dans toutes les écoles de notre région, notamment dans les Alpes-Maritimes. Reportage à Nice, dans une école primaire, où des élèves de CM1, CM2 ont goûté aux joies du sport auto. La Formule 1 a pris possession d'une école de Nice, un parcours de découverte proposé à ses élèves de CM1, CM2, avec un thème, la sécurité routière. Est-ce que son fils il traverse le passage piéton là? Non. Donc c'est pas bien. Est-ce qu'il le fait rentrer du bon côté là dans la voiture? Non. Il le fait rentrer côté quoi là? Côté de la route. Côté de la route, c'est super dangereux. Faut le faire rentrer de l'autre côté. Comment ça s'appelle l'autre côté? Il y a le côté route et le côté trottoir. Trottoir, c'est ça. L'atelier phare de cette matinée reste le simulateur de circuit. Allongés dans leur siège baqués comme des pilotes, les enfants ont eu un aperçu de la sensation de vitesse au volant d'une F1. On a ressenti comme si c'était qu'on conduisait une voiture pour de vrai. C'était bien et on a vraiment l'impression qu'on se cogne pour de vrai. Autre visée de cette journée, démocratiser la Formule 1, un sport encore trop méconnu. On va leur expliquer la Formule 1 sous 4 axes différents. Premier axe, on va venir leur faire découvrir, c'est le plus ludique, c'est le pilotage. On va les installer dans un simulateur avec un baquet professionnel et à côté de ça, ils vont découvrir la sensation de piloter. Deuxième axe, on va leur faire découvrir la sécurité routière, les dangers, les mauvais comportements sur la route. Troisième axe, on va venir présenter
l'orientation professionnelle, donc quel métier ils peuvent faire dans la Formule 1. Et enfin, dernier axe, le sport santé, c'est-à-dire les différents éléments qui font des pilotes, des athlètes de haut niveau. Cette journée de découverte sera organisée dans plusieurs écoles de la ville et concernera une centaine d'enfants. Ce sont des instants qui permettent de faire émerger à la fois les talents, les interrogations et renforcer la culture de chacun. Et je vois les enfants en tout cas passionnés, attentifs et je m'en réjouis. Ça nous permet de sortir de l'école, à l'intérieur des murs de l'école, dans un nouvel univers. Des tournées organisées dans le cadre du Grand Prix de France. La course se tiendra le 20 juin prochain sur la piste du circuit Paul Ricard au Castellet. Je vous le disais en titre également, découverte d'un dispositif qui a été imaginé à Mandelieu, toujours sur la Côte d'Azur, des filets qui captent les déchets sur les plages. Et bien écoutez, je vous propose de découvrir tout ça plus en détail avec Alexis Ricard. Le long de la plage à Mandelieu, vous pouvez croiser ces filets noirs. Installés au niveau des évacuations d'eau, ils servent à retenir les déchets abandonnés dans la nature et transportés par l'eau de pluie. Donc l'avantage d'un filet, c'est quoi? C'est qu'il va fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on n'a pas besoin de s'occuper de lui. Et il va utiliser l'énergie de la pluie pour aller piéger les déchets. En fait, c'est une alliance avec la nature. Donc ces filets, ils sont là pour intercepter cette pollution avant qu'elle touche le milieu maritime, parce qu'une fois qu'elle est en mer, on ne peut pas la récupérer. Posé en février dernier, ce filet a déjà récupéré bon nombre de détritus, désespérément trop communs. Mégots de cigarettes, gobelets, canettes, petits plastiques. Sur les 600 000 tonnes de déchets déversés chaque année dans la Méditerranée, entre 10 et 20 000 proviendraient de France. On a un petit maillage, effectivement, qui est destiné à retenir les microdéchets. Donc il faut savoir qu'un microdéchet, c'est au-dessous de 5 mm. Là, on va arrêter les billes de polystyrène avec un filet comme celui-ci. Et effectivement, tous les autres types de déchets, les mégots de cigarettes, parce qu'il y en a beaucoup trop, des gobelets, des petits plastiques souples, enfin toutes les familles habituelles de déchets qu'on va retrouver dans l'environnement. Plus qu'une poubelle de la dernière chance, ce réseau d'une cinquantaine de filets permet aussi de repérer les zones les plus polluées par l'incivisme. Et ça nous permet aussi de repérer les secteurs où il y a beaucoup de pollution, notamment sur la voie publique, et de concentrer nos patrouilles de police pour sanctionner. Tandis que le déploiement continue sur la commune, cette entreprise mandolosienne équipe à ce jour une quinzaine de métropoles et d'agglomérations en France. Allez, un petit point sportif à présent dans ce grand direct. Il y aura du foot évidemment ce week-end, on aura peut-être le temps d'en reparler demain. Mais surtout le cercle des nageurs en water polo à Marseille. Vous savez que c'est la plus grande équipe de France. 37 titres au compteur, ils sont en chasse du 37e. Ils ont disputé leur finale du championnat de France aller. Ça s'est pas très bien passé, enfin pas non plus catastrophique, match nul, mais ils n'avaient perdu aucun match lors de la saison. On fait le point avec Valentin Rodriguez. Invaincu en championnat, le cercle des nageurs de Marseille a concédé le match nul 16 partout à Noisy-le-Sec lors de la finale aller ce mercredi du championnat de France de water polo. C'est la moins bonne performance des Marseillais de la saison, puisque les hommes de Milos Stepanovic ont remporté les 20 rencontres. Pas d'entraînement aujourd'hui pour les champions de France en titre qui sont rentrés dans la nuit. Ils feront un dernier tour de chauffe ce vendredi. Si les joueurs du cercle sont en ballottage favorable, tout se jouera ce samedi à 16h30 au bassin Pierre Garceau de Marseille pour la finale retour, avec un avantage de taille pour les Marseillais à prendre en compte, le soutien du public qui fera son grand retour autour du bassin à cette occasion après de longs mois de huis clos pour le CNM. Et pour ce choc, ce sera vraiment un avantage très important. Une victoire permettrait aux poloistes marseillais d'aller chercher le 38e titre de champion de France de leur histoire. Et c'est bien sûr, ils sont en chasse donc du 38e, c'est bien ça. Et c'est bien sûr tout le mal qu'on leur souhaite aux Marseillais d'aller chercher cette victoire. Direction Fréjus à présent. On était tout à l'heure dans le secteur de l'environnement. Et bien c'est un peu ce genre d'initiative qui est proposée aux jeunes Fréjusiens dans le Var, évidemment. En échange de quelques heures de travail, et bien la ville leur finance leur permis de conduire. Direction les étangs de Villepé avec ce reportage tourné par Alexis Ricard. Premier jour de chantier participatif pour ces jeunes Fréjusiens. Pendant 10 jours, l'opération Bourse au permis va leur permettre de travailler ici, sur le littoral, au niveau des étangs de Villepé, entre Fréjus et Saint-Égulphe. En échange de leurs efforts et de leur engagement,
ils seront aidés financièrement pour passer leur permis de conduire. Et le travail ne manque pas. Là, on enlève les rhizomes en fait parce que ça prend beaucoup de place. En fait, ça prend beaucoup de place parce que par rapport à la végétation, en fait, et donc du coup, les autres espèces, ça empêche les autres espèces de pousser. Donc, on les enlève le plus possible, toutes les racines, en sorte d'enlever en surface pour pas que ça repousse après. On accueille des jeunes citoyens qui, pour avoir une aide au financement de leur permis de conduire, viennent réaliser des travaux sur un espace naturel. Donc là, ils sont en train de réaliser la mise en place de ganivelles qui vont permettre en fait de fixer le sable lorsque vous avez du vent d'est et que le sable est transporté depuis la plage ou la mer en direction des terres. Ça va permettre de fixer ce sable, de réaliser un cordon dunaire et ainsi d'avoir un développement des plantes sur ce cordon dunaire. Un travail d'entretien qui permet de conserver le biotope, cet habitat fragile composé de ces petites dunes où vit une flore endémique. C'est une plante donc, qui s'appelle le kakil. Donc on voit que c'est une plante qui est un petit peu crassulescente, gorgée d'eau. On appelle ça un petit peu les plantes grasses. Voilà, qui a une capacité à conserver de l'eau. Et elle va permettre de fixer également donc, le sable. C'est le panico bleu, c'est le chardon maritime. C'est pareil, espèce très rare et protégée. Et on voit bien donc, le système de racines assez crassulescent également. Et vous voyez qu'elle descend assez profondément dans le cordon dunaire. Mais cette zone humide sert aussi à l'équilibre de tout le littoral et même de la mer. Ça va jouer le rôle d'une éponge lors de fortes pluies, de précipitations. Ça va avoir un rôle épurateur au niveau des eaux du bassin versant avant d'être libéré en mer et ainsi s'assurer d'avoir des eaux de baignade de très bonne qualité. Ça va nous servir comme véritable lieu de ressources halieutiques pour les poissons. C'est un lieu également de vie et de nourrissage pour de nombreuses espèces en transit comme les oiseaux en ce moment. Les poteaux ainsi plantés permettent de protéger les cordons dunaires, des promeneurs, mais aussi des animaux domestiques. Oui, voilà, c'est un endroit que même nous, on occupe. Donc les plages, on y est souvent, même l'été. Donc voilà, ça nous profite même à nous. Lancée en 2018, cette bourse au permis est organisée pendant les vacances jusqu'au 23 avril. Allez, dans quelques instants, on va se pencher sur votre week-end de Pentecôte, ou en tout cas celui des touristes, parce que les hôtels sont pleins. Jacques Chiboua sera avec nous, le chef étoilé. Avant ça, un dernier reportage à vous montrer autour de l'intelligence artificielle. Nous allons voir comment dans les Alpes-Maritimes, elle est utilisée pour contrôler la présence du loup. C'est un reportage de Claudia Olivier. Détecter, suivre et analyser le comportement du loup dans son habitat naturel, c'est l'objectif du parc du Mercantour en partenariat avec l'Université Côte d'Azur. Depuis un an, Fanny, ingénieure, travaille sur l'élaboration d'un algorithme qui permettrait, grâce à des pièges photos, de détecter la présence d'une espèce animale et en particulier le loup. On a d'abord des vidéos que j'ai découpées en images et à chaque image, j'ai associé le nom de l'espèce et je lui ai indiqué où se trouvait l'espèce. On lui donne à l'algorithme. À l'algorithme, à chaque étape, il va regarder dans un premier temps des caractéristiques comme les angles, les lignes droites. Puis après, il va regarder les pattes, la tête. Et à chaque étape, il va rentrer de plus en plus dans le détail et il pourra reconstituer l'animal à la fin. Un gain de temps et de moyens pour Nathalie Siffer, chef du service connaissance et gestion du patrimoine du parc du Mercantour. Traces, urine et crottes, son équipe collecte tous ces échantillons en hiver. Les pièges photographiques et l'intelligence artificielle permettent d'avoir un suivi tout au long de l'année. En été, on a un petit peu plus de difficultés, puisque là, c'est difficile de trouver des indices. Et c'est là où, notamment, on commence à utiliser de plus en plus les pièges photographiques. On dit pièges photographiques, mais qui font aussi des vidéos et qui, placés à certains endroits, vont pouvoir filmer les animaux qui passent. Même s'il reste toujours difficile de connaître la race exacte de l'espèce. Un loup ressemble à un autre loup, à part s'il a vraiment un problème avec une queue un petit peu tordue ou alors une patte boitillante. On va pouvoir le voir. Sinon, on ne peut pas savoir quel loup est passé. Par contre, on peut savoir si des loups sont passés et combien. Ce projet permet donc de dimensionner et cartographier la présence du loup au niveau national, une approche qui va encore gagner en précision dans les 2 années à venir.
Allez, on attaque la dernière ligne droite de ce grand direct. Notre invité ce soir, c'est le chef étoilé Jacques Chibois, Bastide Saint-Antoine à Grasse. On parlera également des hôtels pour la Pentecôte. Et dans un instant, c'est Jacques Chibois qui sera donc notre invité. Mais avant cela, le rappel des titres à la une. Ce soir, le théâtre de la Criée à Marseille, toujours occupé. Le site qui n'a pas pu rouvrir. Vous avez entendu les occupants dans ce journal et l'adjoint à la culture, Jean-Marc Coppola, l'adjoint à la culture à Marseille, espère trouver un terrain d'entente pour que l'activité puisse reprendre sans pour autant déloger les occupants. La mise en garde de Christian Estrosi, après la réouverture des terrasses, grande majorité des cas, tout s'est bien passé, mais il y a eu quelques débordements. Le maire de Nice qui prendra des sanctions si jamais les protocoles ne sont pas respectés. Et puis nous avons fait le point sur la crise sanitaire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'épidémie recule toujours, nous disait le directeur adjoint de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Il ne faut surtout pas baisser la garde, le plus dur reste à faire, continuer à observer les gestes barrières et poursuivre la campagne de vaccination. Bonsoir Jacques Chibois. Bonsoir. Merci d'être avec nous, chef étoilé à Grasse, la Bastide Saint-Antoine, le restaurant, l'hôtel et la vie qui a repris aussi chez vous, dites-moi, parce que du coup vous étiez sur le pont hier soir en terrasse. Bien sûr. Nous on a la chance d'avoir l'espace. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le plus grand luxe, c'est l'espace et le bien-être et le savoir-vivre. À la Bastide, on était en avance parce que toujours, j'ai eu 2 mètres, 2,50 mètres entre les tables. Et bien avant la crise, du coronavirus, donc pour le coup ça ne vous a pas dépaysé. Non, et puis les gens arrivent en confiance et on a retrouvé tout de suite nos clients, ils étaient s'empresser de nous téléphoner tout de suite. Également pour l'hôtel, on a la chance qu'on est dans la ville des parfums et on a pendant quelques jours toute l'équipe Dior qui nous a pris tout l'hôtel en arrivant. Alors je dis c'est que du bonheur, plus le week-end qui arrive, et on est reparti sur les chapeaux de roue et on est très heureux. Et je crois qu'encore toute l'équipe en avait besoin, mais surtout les clients. Alors on va en reparler. C'est incroyable. Parce que vous allez nous reparler de la Bastide, de ses premières soirées, de la soirée de ce soir également. Mais on va regarder des images ensemble de ce qui s'est passé un peu partout dans notre région. Oui. Vous, restaurant gastronomique, évidemment, vous avez rouvert, mais c'était le cas aussi des brasseries, des bars qui ont rouvert un peu partout dans notre région. Vous avez vu ces images. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, chef, homme de contact aussi, de revoir ces gens heureux en terrasse, à boire un verre, un café, parfois manger un panini ou un plat un peu plus gastronomique? Je veux dire, c'est que du bonheur pour nous. Parce qu'en tant que chef, en tant que barman, en tant que, je dirais, maître d'hôtel, directeur de salle, et tous les gens qui sont au contact, plus les cuisiniers, vous savez, nous, on a un métier, c'est de faire plaisir. Et donc, je dirais, c'est ce bonheur à faire plaisir qui est extraordinaire. Et quand on voit aujourd'hui, dans les réflexions qui sont faites, le désespoir des gens de ne pas aller au bar, au petit restaurant ou au grand restaurant, et ils étaient vraiment malheureux. Et il y avait même presque des dépressions. Et c'est là qu'on s'aperçoit que notre profession fait partie du savoir-vivre à la française. Et on en a besoin. Qui a souffert. Les clients, c'est une chose, et on en reparlera. Vos confrères et consoeurs sont restés fermés 7 mois, 8 mois pour certains, 9 mois en tout. 9 mois sur un an, mais là on était sur 7 mois d'affilée. Dans une activité, alors évidemment, il y a les aides, il y a tout ce qu'on veut, mais on perd un peu le fil, on perd un peu le contact. Quand on est passionné, c'est dur. Bien sûr, on nous coupe les jambes, on nous coupe tout ce que vous voulez, l'enthousiasme. Et c'est pas notre vie, c'est pas d'être fermé. Notre vie, c'est notre passion, de vivre notre passion. Notre vie, c'est d'être avec les clients. C'est notre vie, c'est ce qui j'y fait les vraies valeurs. Et également, toutes nos équipes, il faut penser à toutes nos équipes. Et ils étaient malheureux. Ils venaient nous voir à la maison, tout ça. Et on a relié
relier des amitiés qu'on n'avait pas avant. Donc il y a toujours des choses néfastes dans des crises et il y a toujours des choses positives. Et moi j'ai retrouvé qu'on a remis une famille de travail de la Bastide et les gens sont revenus très soudés, moi. Très soudés. Alors voilà, j'allais vous poser la question, vous venez d'y répondre sur le retour des employés. C'est des grosses brigades dans les restaurants gastronomiques. Il y a parfois il y a plus d'employés que de clients. Donc les jardiniers, les ceci, les cela. C'est ce qui est fou dans cette partie très spécifique de la cuisine. Tout le monde est revenu, donc vous le disiez, avec une envie débordante et une joie. C'était un mal nécessaire. Leur joie et il me dit, vous pouvez pas vous savoir le bonheur qu'on a. On n'en pouvait plus. On ne savait plus quoi faire. On tournait en rond. Et puis, tous n'ont pas une maison. Sont en appartement et tout ça. Alors donc, c'était une joie, ça a été une révélation et pour nous extraordinaire. C'était, je dirais, un bonheur de les voir comme ça. Et ça ressoude les choses. Alors, dans d'autres domaines, des fois aussi, remettre les gens au travail, c'est difficile. Mais vous non. Non. Ça a été donc une belle soirée de bonheur hier. Parce que moi, j'estime, je dirais que pour nos employés, la Bastide, c'est leur maison. C'est leur seconde maison. Alors vous allez nous raconter comment ça s'est passé hier. On parlera de cette deuxième étoile aussi que vous avez décrochée pour le restaurant. Avant cela, je voudrais vous montrer un petit reportage tourné à Marseille sur le week-end de la Pentecôte. Vous me direz aussi d'ailleurs si vous êtes plein comme tous les autres, mais j'ai une petite idée de la réponse. En tout cas, les hôtels marseillais sont pleins, croulent sous les demandes. C'est un reportage de Yentel Criado. Bonjour, j'ai une réservation, merci. Oui, pour ce soir? Oui. Très bien. 4 nuits. 4 nuits. Les valises défilent dans le hall d'entrée de cet hôtel marseillais et les réservations battent leur plein à la veille du week-end de la Pentecôte. J'ai réservé pour le week-end de la Pentecôte, effectivement. La réouverture des terrasses, je vais tâcher d'en profiter pleinement. Et depuis ma chambre et sur le vieux port de cette magnifique ville. Les réouvertures des terrasses, des hôtels et restaurants ont effectivement convaincu les touristes de réserver leur séjour sous le soleil de Marseille. Là, on voit vraiment une montée en charge assez importante pour ce week-end. Le couvre-feu qui est donc décalé à 21h, la réouverture des terrasses, des commerces également, font que effectivement vous pouvez quand même vous balader une bonne journée entière dans la ville. Pour ce week-end prolongé, beaucoup de réservations de dernière minute. Là aujourd'hui on prend entre 5 et 10 chambres jour pour jour, ce qui est beaucoup. Généralement les gens y réservent au moins à J-2, J-3, voire plus pour l'été. Mais là on est vraiment sur du last minute, le jour pour le jour. Du last minute, c'est le cas de ces touristes lyonnaises. Que nous, on a laissé la pluie derrière nous. Voilà, et en plus, c'était surtout pour changer d'air, en fait. Changer d'air, prendre l'air marin, se promener. Voilà quoi, le soleil du sud. De voir d'autres paysages, on en avait vraiment besoin. Et on avait envie de voir la mer, surtout. Avec un planning de réservation presque complet pour ce week-end, les hôteliers sont confiants pour la saison estivale à venir. Les réservations donc pour samedi soir, pour l'instant j'ai 52 chambres de remplies sur 61. Ce graphique m'indique que l'année dernière, à cette même période, j'avais 0 chambre de réservée puisqu'on a réouvert en juin l'année dernière. On est un petit peu sur un espèce de coup d'envoi d'un marathon, je dirais, qui va durer tout l'été. On se remet un petit peu d'une gueule de bois et on espère aller vers des lendemains de fête très bons. Voilà, nous sommes toujours avec Jacques Chibois, chef étoilé à Grasse, la Bastide Saint-Antoine. Vous avez aussi un hôtel. Du coup, c'est le même diagnostic pour vous. Vous constatez que là, les touristes sont au rendez-vous et vous êtes plein? On est plein. Je dirais pas les touristes. Je dirais l'année dernière, c'était le festival. Cette année, on n'a pas le festival, il va venir au mois de juillet. Le Festival de Cannes, bien sûr. Voilà, le Festival de Cannes. Et nous, on travaille beaucoup avec eux. Et le mois de mai, je dirais pour la Côte d'Azur et tout particulièrement aux alentours de Cannes, entre le festival, les week-ends, le Grand Prix de Monaco et tout ça, c'était un des plus gros mois de l'année. Mais aujourd'hui, on a bien repris. Et c'est vrai ce que vous disiez et ce qu'ils disent, c'est très, très juste. On a ressenti le
besoin de s'évader. Alors c'était ça, racontez-nous un peu l'ambiance hier. Est-ce que déjà de votre côté il y avait un petit peu de trac, comme un artiste qui n'a pas joué depuis 8 mois, et refaites-nous vivre un peu ces moments d'échange aussi avec les clients, c'est important pour vous. C'est-à-dire que dès le départ, on était avec notre personnel, et donc de briefing en briefing, faire ceci, remettre les choses, remettre les gestes, remettre les regards, remettre tout ça en route, parce que après c'est une façon, je dirais, naturelle qui se passe. Donc remettre le naturel, et aussi remettre le naturel avec le client. On était un peu hésitant, on savait plus comment leur faire plaisir, on savait plus comment les remercier d'être là en premier, et de les voir sourire et tout ça. Alors c'est grâce à leur sourire, c'est grâce à leurs yeux de bonheur qui étaient là, ça nous a permis de nous détendre et de revenir un peu plus au naturel. Et d'un seul coup, quand au bout d'une table, 2 tables, 3 tables, 4 tables, les gens étaient là, n'étaient pas pressés, c'était leur bonheur. Alors donc, parce que c'était arrivé un peu rapidement. L'ambiance de la Côte d'Azur. Voilà, c'était. Il a fallu que tout le monde parte à 20h30, 20h45, parce qu'il y a le couvre-feu à 21h. Oui, mais dans quelques jours, reculer à 23h. Une petite question quand même. On a la chance d'avoir l'hôtel, c'est ça. On avait oui, c'est ça. Vous pouviez. Alors, avant d'évoquer la deuxième étoile, une question quand même sur la crise qu'on vient de traverser, qui a été difficile pour nombreux de vos confrères et consoeurs. Il y aura probablement de la casse. Le patron de l'UMI, Christophe Souk, nous disait que beaucoup de restaurants sont placés sous le contrôle du tribunal de commerce. C'était hier et encore aujourd'hui, et pour quelques jours, un moment de joie, mais ça ne fait pas oublier la casse et en tout cas les stigmates qui vont rester chez les restaurateurs de la région. Et j'imagine que vous avez aussi une pensée pour eux. Je suis très solidaire avec eux. Parce qu'on a été jeunes, on s'est installé, on a fait de gros emprunts, et quand on a fait des gros emprunts, il faut les rembourser. Et quand on nous coupe l'herbe sur le pied et qu'on ne peut pas rembourser parce qu'on est fermé, ça c'est grave. Après, il y a d'autres personnes aussi qui ne font pas leurs provisions. Vous savez, les écureuils font leurs provisions pour l'hiver. Et si on ne fait pas une provision, c'est-à-dire je dirais une trésorerie saine, moi j'ai dit à mes employés, vous savez, le bénéfice c'est d'abord faire une trésorerie. Qu'est-ce que c'est une trésorerie? C'est garantir le salaire de nos employés en premier. Parce que ces gens-là travaillent avec vous, ils ont la confiance pour vous, ils travaillent pour vous, et vous, en tant que propriétaire, vous devez travailler pour eux. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, on ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais on pensait à gagner notre salaire. Et ça, c'est important. Il faut garder le social. Quand on donc une vraie, oui, parce qu'on est aussi chef d'entreprise, et c'est effectivement peut-être l'un des enseignements de cette crise pour tous les chefs d'entreprise d'ailleurs, qui vont peut-être modifier aussi leur approche du business, leur façon de gérer. Il faut être simple, voilà. Je voudrais qu'on termine, Jacques Chibois, si vous le voulez bien, avec cette prestigieuse deuxième étoile. Vous ne courez pas forcément derrière les étoiles à tout prix, mais c'est quand même une reconnaissance, et en période de crise, bon, c'est pas rien. C'est-à-dire que les étoiles, j'ai eu la chance d'être très jeune étoilé, et on parlait tout à l'heure avec une personne de Marc Ferrat. On a commencé ensemble, on a eu les étoiles ensemble, on a été chef de l'année avec Goemio ensemble, et je veux dire, les étoiles c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est pour nous une force de bien faire, et surtout également quand on regarde les équipes, c'est une équipe qui gagne, c'est l'ensemble. Je dirais, c'est pas le chef, c'est le chef qui propulse, mais c'est l'équipe. Sans équipe, on peut rien faire, et c'est cette valeur que ça peut apporter, et cette récompense du travail, parce que c'est un travail, je dirais, très attentionné, très rigoureux, et avec beaucoup de passion. Mais dans les passions, on peut déborder les choses. Donc c'est cette récompense. Je dirais que c'est comme un footballeur qui gagne et qui va gagner la Coupe de France, ça ferait peut-être la Coupe du Monde.
Écoutez, on espère que nos footballeurs gagneront l'Euro, en tout cas cet été. Merci à vous, Jacques Chibois. On va vous libérer parce qu'évidemment, vous êtes en service ce soir. Vous allez retrouver vos cuisines et vos clients à la Bastide Saint-Antoine du côté de Grasse. Merci. En tout cas, on vous libère aussi parce que c'est la fin de ce grand direct. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Merci à Théo Sarfati, Mickaël Fernandez, Fabrice Justo, Sébastien Lyotard, Philippe Caudet et Stéphanie Mossman. À demain.